Bon, bah super, on est à 1 minute, donc je vais démarrer le webinaire. On sera en direct, mais on n'a pas besoin de lancer tout ça. Hop, voilà. Et ensuite, on va voir. Donc, à droite, Jennifer, tu peux voir les spectateurs aussi. Dans la. Voilà. Bonsoir à tous, bienvenue. On attend que tout le monde arrive. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je reconnais des noms des étudiants de l'AF, des gens qui viennent, qui se joignent à nous pour les clubs de lecture et les événements. Donc, bonsoir. Super. Eh bien, il est déjà 5 heures, bien qu'on ait l'impression qu'il soit beaucoup plus tard parce que la nuit tombe très vite et qu'on a vraiment l'impression que c'est la nuit et pas la fin de l'après-midi. J'espère en tout cas que tout le monde qui arrive à une tasse de thé ou un verre de vin parce que c'est légitime pour l'apéritif aussi à 5 heures. Et puis, je pense qu'on va tout simplement démarrer et vous souhaiter la bienvenue et la cordiale bienvenue à tous. Je suis ravie que vous soyez parmi nous pour cette soirée Flaubert. On a appelé ça une soirée parce que c'est un mix de présentations sur Flaubert, c'est un visionnement de vidéos, c'est une discussion avec notre professeur de littérature française et donc on varie les plaisirs ce soir. C'est pas tout à fait une conférence. Donc c'est une soirée. Si on avait été en présentiel, on vous aurait offert un petit verre de crément ou même de champagne. Mais malheureusement, étant donné la situation sanitaire, on a préféré passer en ligne. Donc voilà, je vais dire peut-être un petit mot en anglais pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vois quelques noms nouveaux. Donc l'Alliance française d'Oxford, dont je suis la directrice, Florence Rossignol, is a large network of 800 charities in the world. We were founded in 1883 in Paris, and our common mission is to promote French language and its cultures. We are all operating independently and we are all self-sufficient. And our main activity is to teach French from age 2 to much more mature. We also are an exam center. Here we offer the DELF exams, and we offer French cultural events like this one, club de lecture, conferences, and other fun things like games, evenings, etc. Donc voilà pour la présentation en anglais. Je reviens au français. Donc cette conférence, non, il faut que j'arrête de dire conférence, cet événement et donc, en partie, un visionnement de vidéos qui a été produit par le Figaro Magazine spécial Histoire, l'Institut français à Londres et d'ailleurs dans plusieurs capitales, les alliances françaises du réseau. Et c'est à l'occasion évidemment du bicentenaire de la naissance de Flaubert. Et nous aurons la grande chance d'avoir avec nous le professeur Jennifer Yee qui va nous commenter à la fin cette vidéo et qui vous invitera à participer et à poser vos questions. S'il vous plaît, ne soyez pas timide, posez vos questions. Vous pouvez les poser en anglais, en français, avec la fonction chat que vous connaissez, je suis sûre, mais en bas, qui s'appelle chat. Et donc, vous pouvez y mettre vos questions par écrit. Et je vais aussi préciser que si vous voyez l'écran de visionnement quand on lancera la vidéo en petit, changez en haut à droite dans la fonction affichage, vous pouvez mettre plein écran pour pouvoir mieux voir la vidéo.
Voilà, c'était le petit moment technique et maintenant on passe aux présentations importantes puisque je vais me permettre de tutoyer notre invitée parce que je la connais. Sinon, vous savez, vous les apprenants, que normalement, je devrais vous voyez notre professeur ce soir. Mais je me permets de la tutoyer parce que nous nous connaissons déjà. Donc, Jennifer Yee est professeure de littérature française à l'université d'Oxford Christchurch où elle enseigne la littérature écrite en français pas seulement française, si je ne m'abuse, de 1721 à nos jours, avec un intérêt particulier sur le 19e siècle. Elle a fait ses études à Sydney et à Paris. Parmi ses sujets de recherche, on trouve comme intérêt particulier le colonialisme, le post-colonialisme. Son dernier ouvrage en 2016 s'appelle The Colonial Comedy, Imperialism in the French Realist Novel aux éditions Oxford University Press et je me permets de le mentionner parce qu'une grande partie contient des informations sur Flaubert. Voilà. Jennifer, tu as aussi un compte Twitter que j'invite nos participants à aller consulter s'ils ont Twitter. Je mettrai le handle dans le fil de discussion plus tard. Sur ce compte, tu fais des critiques de podcasts en français que j'apprécie moi-même. Et évidemment, tu commentes tes études en général, ta vie professionnelle. Mais je dois dire que ce qui a dernièrement, ce qui t'a amené à être présenté dans les journaux, etc. récemment, c'est le défi fou que tu as relevé de décider de recréer le gâteau de mariage d'Emma Bovary comme elle le décrit, comme il est décrit dans le roman le plus célèbre de Flaubert, dont on parle ce soir. Et tu as également écrit un blog. Et ça aussi, je le mettrai dans la discussion sur l'expérience. Donc, ça me permet de te passer la parole et de te dire, mais quelle idée d'avoir voulu recréer ce gâteau et pourquoi, en fait. En fait, pour ceux d'entre vous qui habitaient à Oxford, vous connaissez sans doute le Covered Market. Et si vous êtes comme moi, vous traversez de temps en temps et vous avez vu le Oxford Cake Shop. Et j'ai toujours été très fascinée de voir qu'ils construisent qu'ils décorent en fait des gâteaux devant nos yeux. Et ce sont des gâteaux de fantaisie, mais très détaillés, très inventifs. Et alors, depuis des années, en passant, je m'étais dit, ah, si seulement ils pouvaient recréer ce gâteau, eux seuls seraient capables de créer dans la vraie vie ce gâteau qui est décrit par Flaubert dans Madame Bovary. Alors, c'est au moment du mariage de Emma et Charles. Ils ont un mariage plutôt rustique à la campagne, parce que Emma est une fille de fermier et Charles est un médecin, un officier de santé campagnard. Et Emma, en fait, elle aurait rêvé quelque chose de plus romantique. Elle aurait voulu une noce au flambeau, à minuit, quelque chose de dramatique qui fasse rêver. Et alors, c'est pas ça qu'elle a, la pauvre, mais elle a un gâteau magnifique, une pièce montée sur 3 étages. Et Flaubert décrit cette pièce montée en une seule phrase, mais avec beaucoup de détails. Et c'est un objet qui a été décrit comme un objet impossible, parce que c'est un objet complètement farfelu, very strange, très absurde et assez invraisemblable. Donc, si vous croyez que Flaubert est un réaliste, il faut voir le gâteau. Alors, le Cake Shop a décrit le gâteau exactement comme le décrit Flaubert. Alors, je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer l'image. Oups. Je vais en profiter pour dire que j'ai vu le gâteau. Nous avons vu le gâteau et il était magnifique, il est énorme. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est merci. C'est la photo donc, du gâteau qu'a construit le Oxford Cake Shop. Alors, vous voyez bien que c'est une pièce montée sur 3 étages. Je ne vais pas lire toute la description parce que ce serait un peu long. Vous voyez que c'est une longue phrase. Et donc, ce gâteau absurde, étonnant, avec 3 parties complètement distinctes et qui se contredisent entre elles. Moi, ça fait partie de l'esthétique de Flaubert, qui est une esthétique du soupçon, suspicion, c'est-à-dire que lui, il ne met pas en avant quelque chose où on doit être complètement en admiration. On peut admirer, mais on doit être aussi un petit peu sceptique. Et je pense que ce qu'il invente là, c'est l'esthétique du kitsch. Le kitsch, le mot n'était pas encore inventé. C'est inventé juste à peu près une décennie plus tard en Allemagne.
Mais pour moi, on est déjà confronté à cette esthétique du kitsch qui est très conscient, où Flaubert nous montre cela déjà. Et ce que ça veut dire pour nous lecteurs, nous rencontrons Emma et son gâteau au moment de son mariage, il y a déjà une indication que tout ne va pas se passer comme elle l'aurait souhaité. Je pense qu'on voit déjà que les rêves d'Emma sont peut-être un petit peu invraisemblables et que ça va pas être, le mariage ne va pas être ce qu'elle aurait voulu. Bah, c'est une excellente introduction pour plonger dans le vif du sujet. Héloïse va être, bonsoir Héloïse, qui est parmi nous. Elle va lancer la vidéo très bientôt qui va nous permettre donc, de visionner cette soirée Flaubert qui avait été organisée donc, par le Figaro Magazine en conjonction avec l'Institut français et les Alliances françaises. Et maintenant, je vais me taire. Vous pouvez agrandir votre écran et on va lancer donc le visionnement de la vidéo. Flaubert en 114 pages. Bonsoir, bienvenue pour cette soirée spéciale Flaubert organisée par l'équipe du Figaro hors série. La vérité n'est pas faite pour consoler comme une tartine de confiture qu'on donne aux enfants qui pleurent, écrivait Gustave Flaubert. Certes, mais il y a tout de même 2 siècles après sa naissance une vérité consolante. On lit Gustave Flaubert, on l'étudie dans les lycées en France, mais on l'apprécie aussi partout dans le monde. Ce soir, nous sommes en partenariat avec de nombreux instituts français, des alliances françaises, des lycées français, qui ont choisi de célébrer Flaubert avec nous. Je les salue. Depuis Skopje, Tirana, Pristina, Bruxelles, Londres, York, Cambridge, Oxford, Manchester, Glasgow, Jersey, Belfast, Bristol, Milton Keynes, Édimbourg, Berlin, Vienne, ils ont tenu à commémorer ce génie de la langue française. J'ai la joie d'avoir ce soir à mes côtés Michel de Gégère, directeur de la rédaction du Figaro hors série. Bonsoir Michel. Bonsoir Isabelle. Parmi les nombreux sujets d'actualité culturelle que nous couvrons cette année avec le Figaro hors série, comment votre choix s'est-il porté sur Flaubert ? Alors évidemment, l'occasion nous était fournie par le fait que l'année 1821 étant celle de la naissance de Flaubert, nous en fêtons cette année le bicentenaire. Et puis, évidemment, le Figaro hors série a pour vocation de rendre compte, d'accompagner, de prolonger les grands événements culturels. Donc ce choix s'imposait un petit peu de lui-même. D'autant plus que dans cette période de confinement qui est un petit peu propice à la lecture, il nous a semblé que c'était l'occasion d'inciter à la redécouverte de l'œuvre de ce géant de la littérature. Alors il est bien connu que Flaubert aimait à s'enfermer dans ce qu'il appelait lui-même son gueuloir pour y lire ses textes à haute voix de telle manière à qu'il puisse en vérifier les assonances, en éprouver la poésie. Il nous a semblé qu'à nous qui sommes enfermés par les circonstances, il nous appartenait d'essayer de renouer avec la magie qui émane des grandes œuvres littéraires, pour en éprouver les beautés. Alors dans ce numéro du Figaro hors série, nous sommes donc efforcés d'accompagner nos lecteurs pour explorer pour eux l'œuvre sous toutes ses coutures, pour raconter bien entendu la vie de Gustave Flaubert, pour décrire son milieu, pour exposer ses conceptions esthétiques, ses vues politiques. Mais notre numéro, c'est essentiellement polarisé sur ce qui fait à nos yeux la grandeur de Flaubert. C'est d'avoir exploré au fond la dimension poétique que peut avoir une œuvre en prose par ses sonorités, par sa ductilité, par ses changements de rythme. Et il nous a semblé que par sa clarté, sa variété, son ironie, sa richesse, l'œuvre de Flaubert illustrait comme personne le génie français au XIXe siècle. Merci Michel. Nous allons ce soir voyager dans l'œuvre immense par son style et son génie de Flaubert. Nous partirons aussi à Rouen, à sa maison natale, et je vous propose d'aller tout de suite au cœur du Paris historique, sur la scène du lavoir moderne parisien, un ancien lavoir du XVIIIe siècle qui fait partie des monuments que relève Zola dans ses notes sur le Paris historique. Le lavoir moderne parisien est aujourd'hui une scène de théâtre alternatif et littéraire. Tous les premiers mardis du mois a lieu un spectacle qui s'appelle les Spicilèges, dont la particularité est d'être un spectacle de lecture de textes littéraires, avec quelques incursions aussi dans les scénarios de cinéma ou les œuvres théâtrales. Et les comédiens qui ont initié le Spicilège, Simon Volodine précisément,
ont accepté d'organiser pour nous une lecture spéciale de Madame Bovary. Nous les découvrons tout de suite. Avant qu'elle se mariât, elle avait cru avoir de l'amour. Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se fût trompée, songeait-elle. Elle avait lu Paul et Virginie, et elle avait rêvé la maisonnette de bambou, le nègre Domingo, le chien fidèle, mais surtout l'amitié douce de quelques bons petits frères qui va chercher pour vous des fruits rouges dans des grands arbres plus hauts que des clochers, ou qui court pieds nus sur le sable vous apportant un nid d'oiseaux. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Emma se répétait « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ?» Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme. Et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant, tels qu'ils étaient sans doute, ceux qu'avaient épousés ses anciennes camarades du couvent. Que faisait-elle maintenant ? À la ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres et les clartés du bal, elles avaient des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent. Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord. Et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Charles, à la neige, à la pluie, chevauchait par les chemins de traverse. Il mangeait des omelettes sur les tables des fermes, entrait son bras dans des lits humides, recevait au visage le jet tiède des saignées, écoutait des râles, examinait des cuvettes, retroussait bien du linge sale. Mais il trouvait tous les soirs un feu flambant, la table servie, des meubles souples, et une femme en toilette fine, charmante et sentant frais, à ne savoir même d'où venait cette odeur, ou si ce n'était pas sa peau qui parfumait sa chemise. La chaleur de l'appartement, jointe à la digestion, faisait qu'au bout de 5 minutes, il s'endormait. Et il restait là, le menton sur ses 2 mains, et les cheveux étalés comme une crinière jusqu'au pied de la lampe. Emma le regardait en haussant les épaules. Que n'avait-elle au moins pour mari un de ces hommes d'ardeur taciturne, qui travaillent la nuit dans les livres et portent enfin à 60 ans, quand vient l'âge des rhumatismes, une brochette de croix sur leur habit noir mal fait. Elle aurait voulu que ce nom de Bovary qui était le sien fût illustre, le voir étalé chez les libraires, répété dans les journaux, connu par toute la France. Mais Charles n'avait point d'ambition. Un médecin d'Yvetot, avec qui dernièrement il s'était trouvé en consultation, l'avait humilié quelque peu, au lit même du malade, devant les parents assemblés. Quand Charles lui raconta le soir cette anecdote, Emma s'emporta bien haut contre le confrère. Charles en fut attendri, il la baisa au front avec une larme. Mais elle était exaspérée de honte. Elle avait envie de le battre. Elle alla dans le corridor ouvrir la fenêtre et huma l'air frais pour se calmer. « Quel pauvre homme !» disait-elle tout bas en se mordant les lèvres. Elle se sentait d'ailleurs plus irritée de lui. Il prenait avec l'âge des allures épaisses. Il coupait au dessert le bouchon des bouteilles vides. Il se passait après manger la langue sur les dents. Il faisait en avalant sa soupe un gloussement à chaque gorgée. Et comme il commençait d'engraisser, ses yeux déjà petits semblaient remonter vers les tempes par la bouffissure des pommettes. Emma, quelquefois, lui rentrait dans son gilet la bordure rouge de ses tricots, rajustait sa cravate ou jetait à l'écart les gants d'étain qu'il se disposait à passer. Et ce n'était pas, comme il croyait, pour lui, c'était pour elle-même, par expansion d'égoïsme, agacement nerveux. Quelquefois aussi, elle lui parlait des choses qu'elle avait lues, comme d'un passage de roman, d'une pièce nouvelle, ou de l'anecdote du grand monde que l'on racontait dans le feuilleton. Car enfin, Charles était quelqu'un, une oreille toujours ouverte, une approbation toujours prête.
Elle faisait bien des confidences à sa chienne. Elle en eût fait aux bûches de la cheminée et au balancier de la pendule. Michel, nous venons d'entendre des pages emblématiques de Madame Bovary. Après avoir travaillé Flaubert pendant plusieurs mois, que vous inspire-t-elle? Une admiration sans borne, tout est déjà là. Il y a tout, il y a l'humour, il y a la profondeur psychologique, et puis il y a cette férocité absolue de Flaubert dans la description des êtres. Alors, on a là déjà tout le bovarisme en une page, hein, puisque c'est cette réalité qui ne correspond pas aux lectures de pensionnat d'Emma, qui ne retrouve pas la passion et l'ivresse qu'elle trouvait dans Paul et Virginie. Elle ne retrouve pas ça dans sa vie, et elle cherche à fuir le réel dans la rêverie. Et puis, cette manière de nous montrer comment chez elle, c'est l'imagination qui désordonnée, qui lui crée une vie froide, dit Flaubert, comme un grenier dont la lucarne est au nord. Voilà, bon. Et puis ce génie de Flaubert qui s'incarne dans le sens du détail prosaïque, qui rend odieuse la vie quotidienne, cette façon de nous décrire les allures épaisses que prend Charles, de décrire son physique comme le sujet d'horreur qu'il devient pour sa femme, le sens du contraste aussi. Dans la même phrase, Charles la baise au front et elle a envie de le battre. On passe ça sans transition, où Emma entend parler du grand monde, mais c'est dans le feuilleton. Et puis en fait, cette virtuosité avec laquelle Flaubert entre dans les pensées de chacun de ses personnages et arrive même à passer de l'esprit de l'un à l'esprit de l'autre. Là, on le voit passer de l'esprit d'Emma, qui décrit la vie de Charles comme ignoble, à l'esprit de Charles qui, lui, trouve qu'elle sent bon. Voilà, je crois que tout est là, tout Flaubert est dans ces quelques lignes admirablement dites. Tout Flaubert est dans ces quelques lignes, et tout Flaubert est déjà peut-être dans cette déclaration qu'il fait à l'âge de 17 ans à l'un de ses amis. Si je prends une part active au monde, si je dois prendre une part active au monde, ce sera en tant que grand démoralisateur. Alors on peut être étonné d'un pessimisme aussi radical, puisqu'il dit qu'il veut montrer je ne ferai que dire la vérité, mais elle sera horrible, cruelle et nue. On peut être étonné de cette face aussi sombre de ce jeune Flaubert. Une des pistes peut-être pour la comprendre est de savoir un peu dans quel cadre a eu lieu son enfance. Nous sommes allés à Rouen visiter sa maison natale, le musée Flaubert, qui est aussi le musée d'histoire de la médecine, puisque vous le verrez, Flaubert est né en fait dans un hôpital, en face d'une morgue, et cela a peut-être un petit peu influencé son imaginaire et son univers. C'est le logement de fonction du chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen. C'est une belle maison du milieu du XVIIIe siècle. Donc le père de Gustave Flaubert, Achille Cléophas Flaubert, vit dans cette maison à partir de 1818 jusqu'en 1846. Donc Flaubert y est né le 12 décembre 1821 et il a vécu 25 ans dans cette maison. Ceci lui fait dire je suis né dans un hôpital et j'y ai vécu un quart de siècle. Nous sommes dans le cabinet de consultation d'Achille Cléophas Flaubert. Alors il recevait ici une clientèle privée, il avait ses malades de l'Hôtel-Dieu, mais aussi une clientèle privée. Juste à côté, c'était la salle d'attente et les patients arrivaient par une entrée de l'autre côté qui donnait sur la cour de l'Hôtel-Dieu. Et la famille également, la famille Flaubert, entrait dans la maison par cette entrée. Ce qui l'a beaucoup marqué, c'est l'amphithéâtre d'anatomie qui donnait sur le jardin. Il y a une citation très célèbre, l'amphithéâtre de l'Hôtel-Dieu donnait sur notre jardin. Que de fois avec ma sœur n'avons-nous pas monté au treillage et suspendu entre la vigne, regardé curieusement les cadavres étalés. Alors ici on est dans la salle à manger des Flaubert.
Et là aussi, dans sa correspondance, Gustave Flaubert en a beaucoup de souvenirs parce que cette salle à manger jouxtait une salle de malade de l'Hôtel-Dieu, la salle Saint-Charles. Et Flaubert se rappelle qu'en 1832, en pleine épidémie de choléra, il entendait les malades. Il dit « Je me rappelle avoir vécu en 1832, en plein choléra, une simple cloison séparait notre salle à manger d'une salle de malades où les gens mouraient comme des mouches. » Ici, nous sommes dans la salle de billard, qui était plutôt une salle de réception à l'époque des Flaubert. Et on sait qu'il y avait un vieux billard qui ne servait plus pour le jeu, mais qui servait de scène de théâtre au petit Gustave enfant. Alors, grâce à ses toutes premières lettres des années 1830, on sait qu'il jouait ici même avec son ami Ernest Chevalier et sa petite sœur Caroline, sa sœur cadette, des petites pièces de théâtre. Elles ne sont malheureusement pas conservées, mais il faut bien avoir à l'esprit que Flaubert écrit ses premières œuvres de jeunesse dans cette maison. Il y vit quand même 25 ans. Ici, nous sommes dans la chambre natale de Gustave Flaubert. C'est donc la chambre des parents. C'est une chambre qui a été restaurée en 1921, au moment de la célébration du centenaire de l'écrivain. Elle était en très mauvais état à cette époque. C'était un laboratoire d'histologie parce que la maison a été transformée en internat de l'Hôtel-Dieu de Rouen. Donc c'est un académicien, Louis Bertrand, qui s'émeut du mauvais état de la chambre du grand écrivain et demande une rénovation, et elle sera inaugurée qu'en 1923. Les trumeaux de cheminée, les miroirs sont d'époque, ainsi que le parquet. Et en 2009, on a fait à nouveau rénover, et on a percé une alcôve et une restitution de papier peint sur le modèle du papier peint d'origine qui était du XVIIIe siècle. Alors, dans ce placard, nous avons une pièce assez exceptionnelle, c'est Loulou. C'est le perroquet d'un cœur simple. Donc, c'est le perroquet Amazon que Flaubert emprunte au Muséum d'histoire naturelle de Rouen pour rédiger cette nouvelle qui fait partie des 3 contes. Il dit qu'il veut s'emplir la cervelle de perroquet. On sait qu'il se documentait beaucoup pour ses romans, que les descriptions devaient être très minutieuses, très fidèles à la réalité. Donc il met sur sa table de travail ce perroquet, et il en parle même dans la correspondance. La littérature, occupation des oisifs. Vous avez peut-être lu cette phrase sur les marches de la maison natale de Flaubert. C'est une phrase sortie de son dictionnaire des idées reçues dans Bouvard et Pécuchet. Eh bien, pour parler de la littérature de Flaubert, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Yvan Leclerc, l'un des meilleurs spécialistes, ou le meilleur spécialiste français de son œuvre. Il l'a enseigné à l'université de Rouen pendant 30 ans. Il a mis en ligne toute sa correspondance qui est colossale, puisqu'il s'agit de plusieurs milliers de lettres de Flaubert et de lettres à Flaubert, qui sont disponibles en ligne gratuitement sur le site de l'université de Rouen. Et il dirige actuellement le Centre Flaubert, et il était aussi président de Flaubert 21, le comité de commémoration de cet anniversaire de la naissance de Flaubert. Nous allons tout de suite voir avec lui comment quelqu'un qui s'est plongé dans la littérature de Flaubert pendant tant d'années peut nous restituer ce qu'il a compris de son génie. Cher monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir dans ce magnifique musée Flaubert, à l'endroit. Alors, où sommes-nous? On est devant un buste de Gustave Flaubert, mais cette pièce... Alors, on est au premier étage de l'appartement de fonction du père, parce que le père était chirurgien en chef
de l'Hôtel Dieu de Rouen. Donc il était logé dans ce pavillon où Flaubert est né. C'était un grand appartement. Et là, on est dans ce qui s'appelait le billard, parce que le père avait un billard de jeu ici. Mais les enfants, Gustave et puis sa petite sœur, avaient utilisé cette pièce et ce billard pour en faire une scène de théâtre. Alors, les premiers écrits de Flaubert et ses premiers rêves de gloire, comme il le dit, c'est sur scène et c'est le théâtre. Il dit que s'il avait été plus pauvre, il aurait été saltimbanque. Mais comme il était d'une famille riche, au fond, il a fait des études. Voilà. Mais son rêve, c'est quand même le théâtre. Alors, évidemment, ce n'est pas l'aspect de Flaubert qu'on a retenu, hein, c'est le romancier, mais il s'est intéressé au théâtre toute sa vie. Et entre chaque roman, au fond, il est revenu au théâtre. Son meilleur ami, Louis Bouillet, était dramaturge. Alors, commençons par le mythe de la littérature. C'est le mythe de la littérature parce que Flaubert a cette idée géniale qui est de faire de son personnage une lectrice. C'est-à-dire qu'il met en quelque sorte en abîme la littérature dans la littérature. C'est une lectrice de romans. Comme Don Quichotte était un lecteur de romans, Don Quichotte sort des livres de chevalerie et Emma sort des livres de la littérature romantique. Et au fond, c'est pour ça que c'est le mythe de la littérature. En plus, le lecteur, dans cette mise en abîme, est pris dans l'interrogation de l'identification, puisque Emma s'identifie à ses personnages. Est-ce que nous, lecteurs, ou lectrices, nous allons nous identifier à un personnage qui lit des romans? Il y a une sorte de troisième étape. Et puis, là où Flaubert est très fort, c'est qu'en fait, il empêche cette identification au personnage parce qu'il le met à distance et donc il met aussi le lecteur à distance du personnage. Et alors, pourquoi un mythe? Parce que Flaubert ne raconte pas seulement la vie d'une femme, il raconte la condition humaine, c'est-à-dire l'affrontement entre le rêve et puis la réalité. Et puis, il en fait quelque chose de tellement général que Bovary va devenir un nom commun avec le bovarisme, Jules de Gaultier, au début du XXe siècle, qui définit le bovarisme comme étant la faculté départie à l'homme de se concevoir autre qu'il n'est, à l'homme et pas seulement à la femme. Donc on n'est plus seulement dans l'idée de la femme frustrée, simpliste, mais on est véritablement dans une interrogation sur la condition humaine. D'où l'idée d'un mythe qui rejoindrait au fond les récits fondateurs de l'humanité ou de la condition humaine. Alors j'ai lu, toujours dans votre excellent ouvrage Madame Bovary au scalpel, que Baudelaire et Julien Gracq n'étaient pas d'accord avec cette définition du bovarisme. Ils disaient que ça réduisait Emma à quelque chose uniquement négatif. Comment la voit-il? Je crois que vous écrivez que c'est Baudelaire qui fait la plus belle critique de Madame Bovary. Alors Baudelaire, évidemment, ne connaissait pas la notion de bovarisme parce qu'il écrit immédiatement après la publication du roman, c'est-à-dire en 1857. La notion de bovarisme, c'est de mémoire 1902, enfin début du XXe siècle, en tout cas tout début. Mais c'est vrai que Baudelaire a remarqué que le personnage féminin avait des vertus viriles et qu'au fond, c'était la seule à avoir de l'énergie dans le roman, à côté des hommes, sexe fort, entre guillemets, dont Flaubert se moque en parlant de la lâcheté du sexe fort. Or, tous les hommes qui sont à côté d'Emma sont des médiocres. Et alors, Gracq également va montrer que ce n'est pas du tout un personnage passif, Emma. Certes, elle est victime de sa condition de femme au XIXe siècle, elle est victime de sa condition d'une femme marginale dans la société petite bourgeoise d'un bourg de Normandie. Et Gracq a de très très belles images. Il parle d'une torche allumée plantée dans un trou de Normandie. Et il parle également d'un vouloir vivre effréné de la part de ce personnage-là. C'est tout sauf une contemplative. Elle est contemplative dans sa lecture, mais par identification, elle a une force du désir qui rend ce personnage très attachant et très dominant. Pour rafraîchir un peu nos souvenirs, nous avons demandé à une jeune professeure de français, Mathilde Brézé, professeure de lettres classiques, de nous présenter Emma Bovary dans son caractère, sa psychologie. D'où vient-elle? Qui est Emma? D'où vient-elle? Que veut-elle? À quoi rêve-t-elle?
Emma Bovary, c'est le personnage peut-être le plus connu de Flaubert. Un personnage qui souvent va provoquer des sentiments ambivalents chez le lecteur. Emma, elle est agaçante, pleine de défauts et de défauts qui ne peuvent pas échapper au lecteur. Et en même temps, il y a en elle une fureur de vivre qui la rend complètement fascinante. Emma, au début de son histoire, on voit que c'est voilà, une petite fille dont le père, pareil, doit être exploitant agricole, sans doute, qui se retrouve en pension au couvent chez les sœurs. Et alors là, c'est terrible parce que c'est en pension qu'elle va prendre le goût de la lecture. Il y a quelque chose de très curieux, mais sur lequel il ne faut pas faire de contresens aussi. Parce qu'en lisant rapidement ces premières pages, on comprend, et c'est une conclusion à laquelle on pourrait arriver, de dire que le problème d'Emma Bovary, c'est la lecture. Ce sont les livres qui l'ont rendue, en fait, sotte, comme elle est. Même si elle n'est pas tout à fait sotte. En fait, son problème, c'est que cette lecture alors, elle lit beaucoup Walter Scott, elle lit beaucoup des romans, en fait, de chevalerie, mais aussi des romans d'amour, l'ont amenée à concevoir un discours, à concevoir une vision totalement erronée du monde dans lequel elle vit, mais pas seulement du monde, aussi de la personne qu'elle était amenée à être. C'est-à-dire qu'Emma Bovary va être sincèrement persuadée que son destin, c'est d'être cette femme amoureuse, alors même que ça n'est pas du tout ce que lui réserve la vie. Et donc ça a permis cette définition géniale du bovarisme, cette définition qui est presque un diagnostic médical, qui pourrait être appliqué encore aujourd'hui. Le bovarisme, c'est le fait de se concevoir autrement qu'on est. Voilà le problème d'Emma. Et ce qui va être terriblement douloureux pour elle, c'est que sa mère meurt, son père, le père Rouault, elle s'appelle Emma Rouault au départ, la rappelle chez lui, et là elle se retrouve à la tête d'une ferme, avec toutes les préoccupations de la vie quotidienne, toutes les préoccupations crues que ça implique. Horreur, épouvantable pour elle. Et là, quelqu'un arrive qui va venir la sauver, ou en tout cas, avec tout ce qu'elle a lu, tout ce qu'elle a compris, toute la manière dont elle conçoit le monde, cette personne qui passe le pas de sa porte, pour elle, ne peut pas être autre chose que son sauveur. Et c'est délicieusement ironique de la part de Flaubert, parce que la personne qui passe le pas de sa porte, c'est Charles Bovary. Je vais faire une parenthèse sur Charles Bovary. Charles Bovary, c'est lui qu'on suit en apparence pendant tout le roman. Madame Bovary, ça commence avec Charles Bovary qui a une casquette totalement improbable, qui n'en est pas une en fait, une casquette folle, qui est toutes les casquettes, tous les chapeaux qu'on peut imaginer. Description dans laquelle on voit bien que Flaubert n'est pas du tout réaliste, ce n'est pas du réalisme qu'il cherche à faire, ce n'est pas la vie quotidienne qu'il cherche à peindre, pas du tout. Il a eu une intention artistique très forte. Donc Charles Bovary, c'est le héros, si on peut appeler ça un héros, puisque tout ce qu'on va voir de lui, tout le fil qu'on suit pendant le roman, c'est sa nullité en fait. Charles Bovary, donc voilà, il est enfant à l'école, première scène, on se moque de lui. Deuxième scène, alors Charles Bovary évolue dans la vie. Qu'est-ce qu'il a? Sa mère rêve qu'il devienne médecin, et il ne devient pas médecin, il devient officier de santé. Et c'est pas du tout pareil, c'est un système qu'on a totalement oublié, un système médical du 19e siècle, mais l'officier de santé, c'est celui qui arrache les dents, plâtre, plus ou moins, les jambes, c'est celui qui s'occupe vraiment des bobos les plus sans intérêt des hommes, et qui n'a aucune espèce de chance d'avoir une quelconque importance que ce soit. Ça n'est pas un notable, ça n'est pas le médecin du tout, de la ville de province, c'est l'officier de santé. Et donc c'est ce type dont Flaubert dit à un moment, sa conversation était plate comme un trottoir de rue, les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire. Donc c'est ce type qui n'a aucune idée de rien et aucune espèce d'intérêt qu'Emma Bovary prend pour son sauveur, son chevalier, qui vient la sauver. Et donc elle se jette dans ce mariage. La scène du mariage, pareil, est un peu dure à digérer. Dès la scène du mariage, on comprend que ses attentes ne vont pas tout à fait être comblées. Et ça y est, ils sont liés l'un à l'autre, Charles et Emma, ces deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et surtout qui ont des attentes et des idées du monde
à l'opposé l'une de l'autre. Pour Charles, c'est pas un problème, il est fou amoureux de sa femme, il va le rester jusqu'au bout. Après sa mort, il sera fidèle à son souvenir, pieux presque envers son souvenir. Il y a une espèce de personnage de veuf, pas seulement éploré, mais inconsolable et fou de douleur, qui est assez belle et qui vient patiner de poésie le personnage. Mais bon, pour Emma, Charles, c'est pas possible. Donc là, son imagination repart de plus belle, et puisqu'elle est vouée à l'amour, puisque c'est ça son destin, c'est ça qui l'attend, son imagination va démarrer effectivement au quart de tour sur tous les hommes qui passent à sa portée. Il y aura un clerc de notaire, mais finalement il se passe rien avec lui, qui s'appelle Léon. Et puis bien sûr, le grand déclencheur, c'est Rodolphe. Rodolphe, avec qui elle vit sa passion, à qui elle finit par céder. Là, il y a une scène géniale où Flaubert lui fait dire « J'ai un amant, j'ai un amant ». Et là, on sent qu'elle a atteint le but qu'elle s'était fixé dans la vie, même si, ça aussi, il faut le dire, Madame Bovary, elle n'est pas du tout sensuelle. C'est vraiment des jouissances d'imagination. Elle veut vivre des choses pour coller à l'idée qu'elle a de sa vie. La sensualité est complètement accessoire. Elle lui viendra peut-être, une fois que Rodolphe l'a abandonnée, dans sa deuxième liaison avec le clerc de notaire qui revient. Elle est en train de commencer à perdre les illusions qu'elle a sur elle-même. Elle va retrouver ce petit clerc de notaire dans une mauvaise chambre d'hôtel de Rouen. Elle sent bien que quelque part, elle est en train de rater la grande idée qu'elle avait du destin amoureux qui l'attendait. Et c'est là que, du coup, la machine se met en route. Elle va se mettre à faire des dépenses inconsidérées, des dettes. Ne pouvant rembourser ses dettes, finalement, elle est acculée au suicide. Et c'est la fin d'Emma Bovary. Cette petite personne dont la tête est remplie d'idées complètement folles, et en même temps qui reste comme un personnage, je disais tout à l'heure, fascinant, parce que au milieu de ce trou normand, au milieu de la médiocrité de tous ces gens qui l'entourent, c'est Julien Gracq qui dit ça, elle est là plantée et elle brûle comme une torche allumée qui irradie le monde de son désir. Cette torche allumée qui va finir par se consumer dans le roman embrase aussi Paris, puisqu'en 1857, quand sort le roman Madame Bovary, Flaubert est attaqué en justice par le substitut du procureur Ernest Pinard. Ce même Ernest Pinard attaquera Baudelaire pour Les Fleurs du Mal et Barbé d'Aurevilly pour Les Diaboliques. C'est à ces 3 procès littéraires que Yvan Leclerc a consacré un livre absolument passionnant qui s'appelle Crimes écrits, la littérature en procès au XIXe siècle, dans lequel il nous explique les tenants et les aboutissants de ces procès. Le livre est de façon assez drôle dédicacé au man d'Ernest Pinard, ce substitut du procureur donc, lecteur redoutable. Nous lui avons demandé à Yvan Leclerc de nous expliquer ce qu'on reproche exactement à Flaubert lors de son procès. Flaubert est attaqué. Que lui reproche-t-on lors de ce fameux procès de Madame Bovary, intenté et défendu par le procureur Ernest Pinard, auquel vous dédiez votre livre d'ailleurs? Absolument. Oui, lecteur redoutable. Oui, parce qu'Ernest Pinard, finalement, il a vu ce qui posait problème, quoi. Et c'est d'une certaine manière plus intéressant que la plaidoirie de l'avocat de la défense, qui s'appelle Jussenard, qui fait une magnifique plaidoirie, mais du coup qui prend le parti de la moralisation du texte, alors que Flaubert voulait situer la littérature en dehors de la morale. Il fait une œuvre d'art, la morale n'est pas son affaire. Mais comme c'est un procès pour immoralité, évidemment, c'est sur ce terrain-là qu'il faut que les choses soient jouées. Et Ernest Pinard met le doigt sur ce qui est inacceptable à l'époque, au fond. Alors, Flaubert a 3 chefs d'inculpation contre lui. Outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, et à la morale religieuse. La morale religieuse, on comprend bien, c'est parce que le personnage du curé bournisien est évidemment ridicule. Et puis Flaubert, ce que Ernest Pinard reproche à Flaubert, c'est de mêler les choses saintes avec les choses profanes. En particulier, donner un rendez-vous amoureux dans une cathédrale, ça ne se fait pas. Sortir d'une cathédrale pour monter dans un fiacre où on ne nous dira pas ce qui se passe, mais où évidemment c'est clair pour tous les lecteurs, voilà, ça ne se fait pas non plus. Outrage à la morale, aux bonnes mœurs, ça c'est très simple, c'est tout ce qui a trait évidemment à l'adultère, et puis aux tableaux que Pinard appelle les tableaux lascifs. Lorsqu'Emma se déshabille, Flaubert décrit sa ceinture
qui siffle autour d'elle comme un serpent, comme une couleuvre, dit-il. Évidemment, on pense au serpent du péché originel. Et il va aussi loin qu'on pouvait aller dans son temps, dans quelque chose qui va le faire considérer comme une sorte de pornographe d'aujourd'hui, en fait. Et puis l'outrage à la morale publique, ça c'est un peu plus compliqué. C'est tout ce qui porte atteinte aux valeurs qui fondent la société, et en particulier le mariage. Et ça, Ernest Pinard reproche à Flaubert d'avoir fait un mari très médiocre qui discrédite l'institution du mariage, alors que c'est évidemment une institution sacrée au XIXe siècle. Donc il a contre lui ces trois griefs, et au fond, normalement, il aurait dû être condamné d'après l'état d'esprit de l'époque. S'il n'a pas été condamné, c'est probablement qu'il a eu des soutiens, et en particulier Flaubert en parle, des soutiens au plus haut niveau, c'est-à-dire à la cour impériale et auprès de Napoléon III lui-même, très probablement. Napoléon III est probablement intervenu, en tout cas des gens très proches de la cour, pour que Flaubert ne soit pas condamné. La même année, Baudelaire, on en parlait à l'instant, lui a été condamné pour les Fleurs du Mal, qui sont jugées par le même tribunal et avec pour procureur le même Ernest Pinard. C'est lui qui va requérir à la fois contre Flaubert en janvier 57 et contre Baudelaire en juillet-août 57, et donc la même année. Alors, ça c'est une des nouveautés de Flaubert qu'il va découvrir en écrivant Madame Bovary. Tout ce qui précède, il n'est pas jeune quand il se met à écrire Madame Bovary. En 51, il a donc 30 ans, il va publier quand il a 35-36 ans. Et ses œuvres antérieures sont des œuvres qui sont des œuvres personnelles dans lesquelles il écrit à la première personne. Et puis en écrivant Madame Bovary, au fond, il va mettre au point une technique de narration à laquelle il va être fidèle, qu'il appelle lui-même l'impersonnalité. C'est-à-dire que l'auteur ne doit pas apparaître ni pour se raconter à travers les personnages. Évidemment, il y a des éléments autobiographiques, mais qui doivent être méconnaissables. Et puis, il ne doit pas non plus donner son avis, et il ne doit pas juger les personnages. Mais le fait de ne pas juger les personnages, c'est précisément ce que lui reproche Ernest Pinard et la société, parce qu'il ne condamne rien de ce qui socialement est condamnable. Voilà. Et c'est pour ça qu'on demande à Flaubert, auteur, homme, d'aller s'expliquer, parce que justement, il n'y a pas dans le texte lui-même un personnage qui tiendrait lieu d'un censeur moral, de quelqu'un qui, un peu comme dans les pièces de Molière, représente le bon sens et donne les bonnes valeurs, etc. Et Pinard dit très justement à Flaubert, mais qui peut condamner Emma à l'intérieur du roman? On ne peut pas la condamner au nom de la religion parce que le curé est stupide, on ne peut pas la condamner au nom des valeurs du mariage parce que le mari est médiocre, etc. etc. Donc il n'y a pas de jugement interne. Et c'est pour ça que Flaubert doit répondre devant la justice de cette absence de censeur dans son texte. Flaubert ne dit pas clairement ce qu'il pense dans ses romans. Voilà, c'était la partie qu'on voulait vous montrer de la vidéo. Je pense que comme nous, vous l'aurez trouvé vraiment, vraiment intéressante. On passe du portrait psychologique poussé par Mathilde Bézet, qui est donc une professeure de lettres, et bien sûr le directeur du Centre Flaubert, qui nous explique plus le contexte historique de la publication d'Emma. Donc, Jennifer, alors, vous participants, n'hésitez pas à commencer à réfléchir à vos questions et même à les mettre par écrit. On viendra voir ce que vous écrivez dans le chat. Et j'allais poser la première question à Jennifer. En fait, donc c'est une femme de province, petite bourgeoisie, qui s'ennuie. Pourquoi est-ce que c'est un roman aussi important? En fait, c'était le but de Flaubert, qu'il disait lui-même, c'était d'écrire un roman sur rien, qui se tiendrait tout seul par la force de son style. Et donc, c'est vraiment son but, c'est de réduire le sujet à quelque chose de minime, choisissant donc quelqu'un qui a une vie tout à fait normale, une femme qu'on peut rencontrer. Il disait,
Ma Bovary pleure maintenant dans chaque village de France. C'est peut-être pas une condition universelle, mais c'est une condition très répandue. C'est cette condition qu'on a appelée plus tard le bovarisme, de se croire autre chose qu'on est. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition? Parce qu'il y avait justement, il y avait plusieurs définitions qui ont été offertes. Oui, en fait, le terme bovarisme a été, comme ils ont bien expliqué, ça a été inventé un petit peu plus tard. Ce n'est pas Flaubert qui a parlé de bovarisme, mais je crois que c'est tout à fait dans son intention de montrer dans la vie de Emma, qui n'est pas quelqu'un d'exceptionnel, une condition qui est très courante. Je ne pense pas que ce soit universel dans l'esprit de Flaubert, parce qu'il y a d'autres personnages dans le même roman qui ne sont pas des torches flamboyantes, qui ne sont pas possédés par le rêve de la même manière. Mais je pense pour lui, il est peut-être préférable d'être Emma et d'être dévoré de rêves impossibles que d'être comme le pharmacien du village qui a des ambitions plutôt basses, hypocrites, et qui répète beaucoup de jargon et qui se croit très important. Donc, peut-être qu'Emma est préférable. En fait, c'est ce que j'allais poser comme autre question. On va conclure sur Emma et peut-être venir à la première question de Rick. Bonsoir, Rick. C'est en fait ce qui est intéressant de Emma, et je pense que ça a été évoqué durant la vidéo, c'est que c'est le personnage fort et que les hommes autour d'elle sont médiocres. Si elle avait vécu à l'époque moderne, est-ce qu'elle ne serait pas devenue, par la force de son ambition, de vouloir vivre des moments passionnels, etc., est-ce qu'elle aurait été quelqu'un de brillant finalement? Je ne crois pas. Je pense que Flaubert a voulu nous montrer quelqu'un de fondamentalement médiocre, mais médiocre comme nous le sommes peut-être tous au fond. Et c'est intéressant, donc je vois la question sur les autres œuvres, donc en particulier l'éducation sentimentale. Donc on pourrait se dire que Flaubert a choisi une femme à une époque où il en est très conscient. Les femmes n'ont pas beaucoup de choix, pas beaucoup de liberté dans la vie. Une femme en province et qui rêve d'être à Paris. Et donc peut-être qu'il a surdéterminé le fait qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut de sa vie. Mais dans son roman qu'il a écrit ensuite, pas le suivant c'est le roman carthaginois, mais celui qu'il a écrit une décennie plus tard, l'éducation sentimentale, il a choisi donc pour héros un jeune homme qui est à Paris et qui hérite au cours du roman d'une rente, donc qui a de l'argent. Un jeune homme à Paris, au centre du monde et avec de l'argent, il a donc tout pour lui, tout que n'avait pas Emma. Et on pourrait imaginer donc qu'il puisse devenir quelqu'un de brillant, d'important, faire des choses, avoir une vie satisfaisante ou au moins atteindre une espèce de génie. Donc Frédéric est possédé par des rêves comme Emma, et comme Emma, il n'arrive pas à combler ses rêves. Là, il n'a pas les excuses qu'a Emma. Et donc, je pense que Flaubert a vraiment voulu lui montrer une espèce d'incapacité ou une impossibilité des rêves. C'est vraiment un cynisme très profond de la part de Flaubert. Alors, n'hésitez pas Oui, vas-y. Juste pour en finir, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Emma Bovary, mais juste pour dire que quand j'enseigne Madame Bovary avec mes étudiants, ils sont vraiment divisés sur elle. C'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié qui la déteste, mais complètement, et l'autre moitié qui, oh oui, Madame Bovary, c'est moi, je me sens un peu comme ça, je m'identifie à ces problématiques. Et pourquoi donc est-ce qu'un seul roman peut être lu de manière si différente? C'est bien à cause de ce que Yvan Leclerc a appelé l'impersonnalité de Flaubert. On l'appelle parfois la doctrine de l'impersonnalité de l'auteur. L'idée, c'est donc l'idée de Flaubert, et c'est vraiment une révolution dans le roman, c'est d'enlever la présence du narrateur dans le roman. Donc, on avait l'habitude des romans de Balzac et de Stendhal, par exemple, Balzac surtout, qui était beaucoup lu à l'époque et qui est un des modèles de Flaubert. Et dans Balzac, dans un roman de Balzac, il y a le narrateur qui nous raconte ce qu'il faut penser. Pas tout le temps, il nous laisse quand même des situations très ambiguës parfois. Mais on a cette présence du narrateur, une présence qui peut être assez rassurante. Parce qu'on se dit, bon, voilà, il y a quelqu'un qui est un peu ridicule, d'autres personnes qu'il faut admirer. Alors, chez Flaubert, on n'a pas vraiment ça. On a beaucoup de personnages un peu ridicules, mais on n'a pas de narrateur qui nous raconte ce qu'il faut en penser. Et c'est un peu ça, comme Yvan Leclerc l'a bien dit,
Et c'était ça qui a perturbé les gens au moment du procès. On a une femme adultère. Alors, il n'y a rien de surprenant dans l'histoire de la littérature française à avoir des histoires d'adultère. Je crois que c'est Mark Twain. Il me semble que c'est Mark Twain qui a dit All of French literature is a story of adultery. Donc, c'est normal. Depuis le Moyen-Âge, on parle d'adultère. Madame Bovary n'est pas une exception. Mais Flaubert ne condamne pas. Il ne nous donne pas d'appui moral. On ne sait pas comment juger Emma Bovary. Et c'est pour ça, je pense que mes étudiants sont aussi divisés. Donc, c'est un personnage. Alors, on va faire plaisir à Rick et surtout, n'hésitez pas à poser d'autres questions, s'il vous plaît. Et on va peut-être parler d'un cœur simple parce que ça a été évoqué durant la vidéo de la visite de la résidence de Flaubert, le perroquet. Et oui, c'est un personnage un peu ridicule, mais tu le disais toi-même, en fait, on est quand même amené à apprécier ce personnage ridicule dans un cœur simple. Peut-être que tu veux le présenter à nos participants. Alors, si vous n'avez pas lu Madame Bovary, vous devez bien sûr lire Madame Bovary, mais absolument. Un cœur simple aussi est aussi une bonne façon de rentrer dans l'œuvre de Flaubert. Et ça a l'avantage d'être relativement court. Donc, c'est un conte, ça fait partie des 3 contes de Flaubert. C'est souvent publié dans un volume des 3 contes. C'est beaucoup plus abordable que les 2 autres qui sont très, très différents. Donc, c'est vraiment avec un cœur simple que je vous conseille de commencer. C'est un conte très touchant, mais en même temps, il y a cette impersonnalité de l'auteur. Et donc, on ne sait pas exactement comment juger ce qui se passe. Est-ce que l'héroïne Félicité, qui est vraiment un esprit très simple, un cœur simple et un esprit simple, est-ce qu'elle est complètement ridicule? Ou est-ce qu'elle est au contraire une espèce de sainte moderne, une sainte laïque? Est-ce qu'on doit vraiment croire qu'elle a touché au divin, touché à une espèce de transcendance? Ou est-ce qu'elle est simplement ridicule? Ou est-ce qu'elle est les 2 choses en même temps? Donc, une transcendance qui serait ridicule en même temps. Et là, c'est tout Flaubert. Ces 2 façons de comprendre Félicité coexistent et semblent incompatibles. Et puis, il y a bien sûr le perroquet, donc Félicité qui est amoureuse de son perroquet. Vous avez peut-être entendu parler d'un roman de Julian Barnes, qui était étudiant à Oxford d'ailleurs, qui s'appelle Flaubert's Parrot, où il parle de ce fameux perroquet. Alors, on se demande pourquoi est-ce que Flaubert était fasciné par les perroquets, par ce perroquet. Un perroquet pour Flaubert, c'est un animal qui répète le langage sans le comprendre. Alors, je ne sais pas personnellement à quel point les perroquets comprennent pour de vrai, mais je pense que pour Flaubert, ça c'est aux spécialistes de juger. Mais je crois qu'au XIXe siècle, on pensait vraiment que c'était, on parlait moins de l'intelligence des oiseaux. Et donc c'est un animal qui est un peu malin, mais juste suffisamment malin pour répéter le langage sans le comprendre. Et Flaubert est fasciné par cet aspect du langage. Il écoute autour de lui, il entend des gens qui disent des bêtises. C'est un grand mot flaubertien, la bêtise. Donc, il entend des bêtises et il les écrit, il les copie dans son dictionnaire des idées reçues. Une idée reçue, c'est l'idée que ce soit une idée où on n'a pas vraiment réfléchi. On hérite, on reçoit l'idée de ce qu'on entend ou de ce qu'on lit et on la répète sans réfléchir. Donc, c'est ça une idée reçue. Je pense qu'on dirait plutôt un stéréotype maintenant. Mais en fait, ce sont des morceaux de langage que Flaubert a entendus autour de lui et il s'est dit « Oh, quelle bêtise !» Alors, il les a notés et il les met dans son dictionnaire tel quel, sans vraiment les changer. Il les met aussi dans ses romans. Et même si on lit Madame Bovary et l'éducation sentimentale, avec cette idée d'idée reçue, on voit beaucoup de morceaux de langage, de bêtises que les gens disent et qu'on répète sans réfléchir. Donc, dans le cas du perroquet, le perroquet ça incarne en quelque sorte ce problème de la répétition du langage. Et bon, c'est à la fois une dénonciation de la part de Flaubert, qui dit, évidemment, il ne faut pas juste répéter sans réfléchir, mais c'est aussi un problème, parce que c'est un problème. Si le langage n'est que répétition, comment écrit-on un roman? Comment écrire un roman qui ne serait pas uniquement une répétition de ce qui a déjà été dit? Ça, c'est intéressant, c'est évoqué plus tard dans la vidéo, mais en fait, Flaubert c'était vraiment difficile pour lui d'écrire. Il a pris beaucoup de temps à écrire ses livres et chaque mot était réfléchi et c'était vraiment un processus, il en parle, qui lui coûtait de la douleur.
Oui. Comme vous aurez lu, bien sûr, Madame Bovary dans format roman, vous pouvez ensuite aller sur le site de la Bibliothèque de Rouen, le site qui est géré par Yvan Leclerc, qu'on a vu dans cette vidéo. Et sur le site de la Bibliothèque de Rouen, c'est là que sont les manuscrits de Madame Bovary. On peut voir le texte avec les différents états. Et on peut cliquer sur chaque passage, donc il faut choisir un passage intéressant, et puis voir combien de fois Flaubert l'avait réécrit. Alors, il n'y avait pas de logiciel à l'époque, il ne tapait pas, et donc il était obligé de tout réécrire chaque fois. Et c'est pour ça que ça lui a pris 5 ans. Il a donc tout réécrit, retravaillé, et il y a beaucoup de passages qui ont été éliminés à la fin. J'ai travaillé, moi, un peu sur les manuscrits de l'éducation sentimentale, et il y a des passages extraordinaires qui n'ont pas été inclus dans le roman final. Le roman est assez long, mais le manuscrit est encore plus long, avec plusieurs avant-textes pour chaque parole. Quel privilège d'avoir travaillé sur des manuscrits originaux. Il est déjà l'heure de s'arrêter. Peut-être, ça va être très difficile. C'est un petit défi, Jennifer, pour toi. Quel est le génie de Flaubert? Ils en ont parlé, mais quel est son génie? On donne envie à nos participants de lire Flaubert. Alors, comment résumerais-tu le génie de Flaubert? Oh là, en 1 minute. Je dirais que la contribution de Flaubert à la littérature, à l'évolution de la littérature, donc c'est pas forcément la même chose que son génie, mais c'est cette impersonnalité de l'auteur qui a eu beaucoup d'influence sur Zola, Maupassant et d'autres écrivains. C'est la présence de l'imparfait. Alors, si vous avez étudié la différence entre le passé historique, le passé composé et l'imparfait, en lisant Flaubert, il faut regarder le rôle que joue l'imparfait, parce que c'est vraiment le temps verbal de la répétition, de la lassitude, de la vie, de notre condition de vie, une condition de vie un peu absurde peut-être, mais bon, on est coincé là-dedans, on vit dans l'imparfait, dans le monde de Flaubert. Charles, il ne fait pas une action en une fois, c'est toujours une action qui se répète tous les soirs. Alors Emma, elle ne s'impatiente pas comme ça, c'est parce que ça se répète tous les soirs qu'elle ne supporte pas. Et donc, le temps de la répétition. Donc, ce sont deux aspects techniques, l'impersonnalité et l'imparfait. Et puis, je dirais, c'est cette conscience du langage, ce souci constant de voir pas uniquement comment représenter la vie réelle, mais comment représenter la façon de représenter la vie réelle. Et si cela semble très compliqué, pensez à... il y a du langage. Emma lit un roman, et Flaubert va nous montrer comment elle réagit à sa lecture d'un roman. Et donc, nous êtres humains, on ne vit pas dans un monde uniquement physique pour Flaubert, on vit dans un monde de langage déjà. Donc, représenter le réel, c'est forcément représenter le langage. Voilà, est-ce que ça va pour... C'est fascinant et franchement, ça donne envie de relire. Quand on grandit en France, on le lit quand on est jeune adulte, hein, normalement. Mais là, ça donne envie de le lire en tant qu'adulte plus mûr et de le comprendre mieux. Voilà. Si je peux rajouter juste autre chose. Encore sur le site de la Bibliothèque de Rouen, il y a beaucoup de la correspondance de Flaubert qui est, Yvan Leclerc a mis vraiment en accès libre, et parce que c'est 4 gros volumes à la Pléiade, donc c'est un peu inabordable autrement. Et donc il y a beaucoup de lettres, hein. Il écrivait énormément, et sa correspondance est extraordinaire. C'est très fluide, très lisible, très cru parfois, très vulgaire, hein, ce qui n'est pas le cas de ses romans. Et on peut aussi faire une sélection, par exemple, on peut regarder l'échange de correspondance entre Flaubert et George Sand. Et là, on voit les deux côtés de la correspondance. Donc, c'est très bien de voir leur amitié évoluer, une amitié assez peu probable parce qu'au début, il l'a méprisée, mais quand il l'a connue, il l'aimait beaucoup. Et puis, c'est un échange très, très sympathique et très chaleureux. Donc, je vous conseille ça, donc l'échange Sand-Flaubert. Ou plutôt dans les années 50, les lettres qu'il a écrites à sa maîtresse, une poétesse, Louise Collet. Et c'est au moment où il écrivait Madame Bovary. Donc on a au jour le jour le récit de ses angoisses, de ses joies dans l'écriture de Madame Bovary. Donc c'est vraiment très intéressant de lire en fait ce qu'il écrivait. Ok, c'est vendu. On fera au club de lecture une partie des correspondances de Flaubert, et comme ça, on pourra inviter
nos participants à découvrir Flaubert d'une façon tout à fait originale. En tout cas, quelle chance d'avoir pu découvrir Flaubert avec toi, Jennifer. C'est vraiment un privilège d'avoir accès à Oxford à des intellectuels comme toi qui nous présentent la littérature de façon aussi abordable. Donc, merci beaucoup. Donc, je rappelle à nos participants qu'on sera de retour en 2022. Le premier événement de 2022, ce sera notre club de lecture. On lira Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. On aura une conférence sur le Black Spartacus par Sudhir Hazari Singh qui nous parle d'un petit peu de cette figure emblématique de la libération de Haïti et des Antilles et pour lequel il a gagné un prix. Donc ça aussi, ça sera une conférence très intéressante. Et puis, il y a bien d'autres événements. Si vous êtes à la F, passez prendre le petit pamphlet avec tous nos petits voilà Black Spartacus. Et donc tous les autres événements qu'on propose. On aura aussi une visite de l'exposition Pissarro à la Schmolien au mois de mars, et ça sera une exposition privée avec le commissaire de l'exposition. Donc vraiment très intéressant et les places sont limitées. Donc si vous voulez aller réserver ça, faites-le sur le site. En tout cas, je remercie notre conférencière qui nous a pas fait une vraie conférence, mais qui nous a fait une discussion. C'était hyper intéressant. Merci encore. Je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes. Je vous remercie d'avoir été là et j'espère vous revoir en 2022. Merci. Joyeuses fêtes. Au revoir.